Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir à la conférence du coup sur le chanvre normand, son interaction entre le milieu agricole et le bâtiment. Ce soir, je vous propose une petite soirée autour du chanvre normand, donc depuis son extraction en Normandie jusque dans les bâtiments. Et pour nous accompagner dans cette soirée, plusieurs intervenants vont présenter leur domaine d'expertise. Premièrement, Theo Vincenzelas, qui travaille en ce moment comme chercheur à Unilassal et qui a fait une thèse, du coup, sur justement les matériaux biosourcés, et, je crois le couple terre-chanvre, en tout cas terre, c'était... Tout à fait. Terre-chambre avec un peu plus de boulot sur la terre. C'est ça, il y a toujours eu cette un peu plus, voilà. Donc, ce Cool. qui nous permet d'avoir au moins une personne bien aguerrie sur ces sujets-là. Monsieur Salmon, qui est gérant de la coopérative AgroChanvre, qui du coup est la société qui produit en Normandie, on reviendrait un peu sur votre présentation puisqu'il y a une slide entièrement destinée à ça. Et Monsieur Lehagre, qui est co-dirigeant de la société LB Ecohabitat et qui du coup interviendra aussi sur les domaines techniques. Alors, juste par introduction, on avait bien sûr compté sur la participation d'Ecopertica et de la société Pieuvre, mais qui, du coup, avec leur planning de travail, a été bien surchargé et nous ont prié de bien vouloir les excuser de ne pas pouvoir être avec nous ce soir. J'espère que ça vous décevra pas trop. Alors, du coup, rapidement, pour vous présenter un petit peu la soirée, donc je vais faire une petite introduction de la soirée et de l'association Harpe Normandie. Puis, Monsieur Salmon présentera la plante et la culture en Normandie. Théo Vincenzelas présentera le matériau chanvre dans le bâtiment, les sous-produits, quelle utilisation, les intérêts du produit. Et puis, les solutions pour le bâtiment après. Et enfin, Monsieur Lehagre présentera la projection chaud-chanvre et la préfabrication. Et puis enfin, on aura un temps pour des questions-réponses à la fin de la soirée. Donc, vous pouvez bien sûr mettre vos questions-réponses dans le fil de conversation, mais j'aurai un peu de mal à suivre et à la fois le déroulé de la conférence et bien sûr des intervenants. Donc, j'essaierai de le faire bien sûr de mon mieux pour faire les deux à la fois, mais sinon, à la fin, aux questions-réponses, n'hésitez pas à ce moment-là à prendre la parole et on pourra du coup répondre à vos questions en les reprenant dans le fil de conversation et puis celles qui viendront spontanément. Ce cycle de conférences est bien sûr possible grâce au soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et de la région Normandie. Alors, en introduction, si Monsieur Salmon, vous êtes prêt, pouvez-vous nous parler un peu de la plante? Et bien sûr d'AgroChanvre. Ouais, je suis prêt. Bonsoir Merci. à toutes et à tous, et puis merci d'être avec nous ce soir. Donc, Jean-Paul Salmon, je suis agriculteur et gérant d'une entreprise AgroChanvre. Alors, désolé, c'est pas une coopérative, c'est une SARL qui a été reprise il y a 10 ans maintenant par un groupe, par les producteurs qui ont souhaité que l'entreprise perdure et le capital a été ouvert aux producteurs qui ont souhaité y rentrer. C'est une des différences qu'il y a avec une coopérative où les producteurs sont systématiquement apporteurs de capital. Et donc, c'était une démarche volontaire et capitale que nous avons ouvert aux personnes qui ont voulu nous rejoindre dans le projet de tous horizons. Et aujourd'hui, nous avons 54 personnes qui ont contribué à la société que nous avons créée pour reprendre l'entreprise. Donc, je suis gérant de cette entreprise et je suis aussi à côté agriculteur. Donc, revenons au chanvre. Le chanvre, c'est une culture annuelle que l'on sème au mois de mai et qu'on récolte au mois de septembre-octobre, qui a un cycle de vie très court, mais qui a une capacité à faire du volume, on pourrait presque dire énorme, en très peu de temps, puisqu'en étant semé au mois de mai, la taille de la plante peut atteindre, je dirais, assez facilement 2,50 m au mois de juillet. Après, s'ensuit la floraison, qui se fait sur la deuxième quinzaine de juillet. Et on a une plante qui arrive à maturité, notamment à maturité pour la récolte de la graine,
autour de la mi-septembre. Donc la récolte se fait à ce moment-là. Aujourd'hui, lorsqu'on a repris l'entreprise il y a 10 ans, il y avait seulement 2 ou 3% des producteurs qui récoltaient la graine. Aujourd'hui, on a quasiment la totalité des producteurs qui la récoltent. On verra sur les valorisations tout à l'heure. Et ce qui retarde un peu la date de récolte, qui se fait en 2 étapes. Une première étape où on coupe la tête du chanvre pour récolter les graines avec une moissonneuse-batteuse, et une deuxième étape où on fauche avec une faucheuse à section les pailles qu'on fait sécher au sol. Alors, la machine que vous voyez là sur la photo est une machine, c'est une batteuse qui fait tout en une seule étape. Nous, on fait tout en 2 étapes dans la mesure où le chanvre est beaucoup plus haut que ça, et qu'on ne peut pas passer la totalité de la paille dans une moissonneuse-batteuse. Ce serait le meilleur moyen de casser complètement la machine, dans la mesure où la résistance des fibres serait plus importante que la résistance des pignons et des roulements de la moissonneuse-batteuse. Donc voilà, alors je fais simple sur la question. Donc on récolte donc cette paille-là en général tout début octobre. Contrairement au lin, on n'a pas une obligation de rouissage. Alors ce qu'on appelle le rouissage, c'est l'action de mouiller et de sécher pour développer un process d'enzymes qui vont dégrader les pectines qui lient la chaîne vote et la fibre. On peut transformer une paille qui n'a pas rouillé, et c'est une bonne chose que le lin est à récolter en juillet-août, où on a une alternance de beau et de mauvais temps, enfin de mauvais temps, de pluie. En septembre-octobre, en Normandie et en Bretagne, où est notre zone de production, il est parfois plus difficile d'avoir le beau temps pour sécher la paille. Donc quand on l'a, on le prend. Donc voilà, donc on récolte une paille. Grossièrement, on récolte une petite tonne de graines à l'hectare et en moyenne autour de 6-7 tonnes de paille hectare. Donc voilà, alors concernant AgroChanvre, nous avons entre 7 et 800 hectares en contrat à l'année avec les producteurs. Aujourd'hui, plus de la moitié de notre production est en bio. Alors, c'est un choix que nous avons fait parce que nous avons de la demande sur la graine bio au niveau alimentaire humain. Nous avons de la demande sur de la fibre bio, et depuis 1 an, nous avons également de la demande sur la chaîne vote bio. Alors, pas pour le bâtiment, mais pour tout ce qui est paillage, notamment paillage animal. Donc, nous avons pris cette orientation qui, aujourd'hui, nous apporte des débouchés intéressants et une valeur ajoutée intéressante. Donc, nous transformons jusqu'à maintenant 2500 tonnes de paille par an, avec une entreprise dans laquelle il y a 8 salariés, 2 équipes qui transforment la paille, et 2 équipes de 3, puis nous sommes 2 à faire tout l'aspect commercial, administratif, etc. Nous faisons notre propre R&D et nous avançons dans différents domaines. Okay. Donc, alors, revenons à la plante. Oui, à la plante, oui. Voilà, j'y vais. Je voulais faire rapide sur le reste. Donc, la plante, c'est une plante qui est très intéressante au niveau agronomique. Alors déjà, ce qu'elle apporte, elle apporte une possibilité d'avoir une plante supplémentaire dans les rotations. Alors, la rotation, c'est la succession des cultures sur une exploitation. Et on a pêché par le passé à avoir trop peu de diversité dans ces rotations, ce qui pose des problèmes de santé des plantes, ce qui pose des problèmes d'herbes résistantes à certaines cultures, etc. Donc, il est toujours intéressant d'allonger ce qu'on appelle les rotations en ramenant des cultures autres. Et le chanvre en fait partie. C'est également une culture de printemps. Et elles ne sont pas si nombreuses que ça, les cultures de printemps. Donc, c'est une culture très intéressante au niveau de la structure du sol, dans la mesure où la racine est un petit pivot, une petite carotte, qui ne va pas forcément très profondément, mais dans la mesure où on a une très grosse densité de semis, c'est-à-dire qu'on a à peu près 200 plantes au mètre carré. On a un travail qui se fait au niveau de la structure du sol qui est très important, et c'est un atout agronomique essentiel pour l'utilisation du chanvre dans les cultures d'une exploitation. C'est ce qu'on appelle une excellente tête de rotation, c'est-à-dire que toutes les cultures qui vont suivre vont bénéficier des atouts du chanvre pour leur propre cycle végétatif. Alors l'atout sur la structure dont j'ai parlé, le chanvre est aussi une plante qu'on pourrait appeler un désherbant naturel, puisque lorsqu'on sème le chanvre, il va lever en 4-5 jours, quand on sème dans de bonnes conditions forcément, et c'est l'objectif, et 3 semaines après, il couvrira entièrement le sol. Ce qui fait que les plantes indésirables qui ont poussé ne vont plus voir la lumière et vont disparaître. Et dans ce sens-là, on a un désherbage naturel. C'est pour ça que le chanvre, qu'on soit bio ou pas, il n'y a aucun traitement herbicide, comme il n'y a aucun traitement sur la culture derrière non plus, ce qui est un des atouts essentiels de la culture
En résumé, qu'on soit bio ou pas, on ne traite pas le chanvre. Au niveau fertilisation, on est sur une fertilisation très faible, dans la mesure où on évite d'avoir des chanvres qui vont être trop importants en volume. Si vous apportez de la matière azotée, par exemple, à un chanvre, eh ben, il va complètement l'assimiler, il va très bien en profiter, il va très bien l'utiliser, mais au lieu de faire 2 mètres ou 2 mètres 50, il fera 3 mètres ou 3 mètres 50. Et quand on veut récolter la graine et qu'on ne veut prendre que la tête dans la moissonneuse-batteuse, on peut aller la chercher à 2 mètres, 2 mètres 50, aller la chercher à 3 mètres 50, ça devient impossible. Donc on ne cherche pas à maximiser les rendements, on cherche plutôt à obtenir une certaine qualité de produit qui nous permette de le récolter dans les meilleures conditions. Donc, comme le chanvre étouffe les autres mauvaises herbes, derrière, le sol sera propre après la récolte, ce qui permet pour les autres cultures de faire un travail très léger du sol et de bénéficier de l'aspect structure qu'on avait. Donc, peu d'engrais, je vous l'ai dit. Culture sous contrat. Alors, nous, en ce qui nous concerne, mais je crois que c'est le cas des autres chanvrières aussi, on a un contrat annuel, voire pluriannuel avec les producteurs, dans lequel on a un engagement de prix, de prendre la totalité de la paille et des graines produites sur la surface contractée dans un délai donné et avec un cahier des charges, bien sûr, que ce soit sur la graine ou sur la paille. Alors, pas de repousse à craindre, c'est précisé, mais le chanvre peut repousser un peu après la récolte. Par contre, dès qu'il va y avoir du gel, il va disparaître. Donc, on ne le retrouvera pas dans la culture qui suit. Et notamment, généralement, derrière le chanvre, on fait des cultures d'hiver qui peuvent être du blé, de l'orge ou de ce type de culture qui s'implantent très bien derrière le chanvre, à la fois sur l'aspect sol et puis à l'aspect timing aussi, calendrier. Où si on récolte le chanvre en octobre, on est prêt pour faire le blé fin octobre, début novembre, pardon. Donc voilà, c'est une plante qui est vraiment très intéressante sur le sol. Ouais, au niveau du stockage du carbone, je croyais avoir compris aussi que c'était à peu près la même intensité, c'est-à-dire qu'un hectare de chanvre stocke 1,5 tonnes de CO2. Oui. Et donc j'avais le parallèle, mais j'ai peur de me tromper dans le chiffre avec la forêt. Oui, mais c'est ça. Mais je crois annuellement, là. Même ordre d'idée, hein, je crois. Mais du coup, la différence avec la forêt, est-ce que la forêt va pas justement être 1,5 tonnes sur toute la durée de vie de la forêt? Ou est-ce que c'est annuellement la forêt stocke 1,5 tonnes de carbone? Là, j'ai un petit doute. Je vais pas osé me mouiller. C'est pour ça que moi aussi je pose la question. C'est que... Bon, très bien. Du coup, je profite juste 2 secondes que vous souffliez. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas présenté Ecopertica, qui était une structure importante à présenter aussi en Normandie, qui est le deuxième, bien sûr, plus petit producteur de chanvre. Mais je laisse Théo seconder là-dessus. Oui, alors merci François. Personnellement, comme l'avait présenté François, je ne travaille pas directement avec Ecopertica, mais j'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années. Et donc voilà, je me permets de prendre leur place vu qu'ils ne sont pas là pour les présenter. Alors Ecopertica, c'est donc une coopérative, donc une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui a été montée donc, en 2007 et donc qui a fait évoluer ses activités autour de plusieurs choses, notamment la production de matériaux locaux pour le bâtiment, donc, particulièrement le chanvre ici puisqu'on en parle. Donc pour le chanvre, ils ont dans leur collège de collaborateurs, des agriculteurs, donc notamment un agriculteur chez lequel on va retrouver en fait une ligne de défibrage qui a été fabriquée de manière artisanale et donc qui fonctionne encore très très bien aujourd'hui. Et autour de ce chanvre, ensuite, derrière produit, ils ont développé différents modes constructifs pour le mettre en œuvre. Donc que ce soit, on en parlera après, la chaîne vote ou la laine de chanvre. Ils ont, du coup, pour améliorer aussi cette mise en œuvre, développé plusieurs outils utilisables sur le chantier, donc que ce soit pour la chaîne vote ou pour la laine aussi. Et ils ont participé, c'est là-dedans en fait que je suis rentré un peu chez eux, ils ont participé à différentes actions de recherche. Notamment sur la caractérisation des matériaux, donc que ce soit le chanvre ou sur la terre dont on parlera un petit peu aussi,
mais aussi donc sur la caractérisation derrière des produits que l'on utilise directement. Donc ça va être une type de mise en œuvre qu'on va caractériser pour regarder à quel point elle est intéressante pour le bâtiment. Donc la conductivité thermique, les différentes performances acoustiques, la résistance au feu, l'analyse de cycle de vie, donc pour regarder l'impact en termes de production de carbone, par exemple, des différents modes constructifs. Et aussi, enfin, le comportement hygroscopique, donc tout ce qui est gestion de l'humidité. Voilà. Et donc, Ne nous emballons pas. dans cette SIC, donc il y a ces activités autour des matériaux, mais donc ils ont aussi des possibilités d'accompagner ou de former à la mise en œuvre. Donc il y a ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est possible donc pour accompagner les porteurs de projets à mener à bien leur projet. Et donc ils ont différents forfaits, je dirais, pour accompagner plus ou moins les personnes sur les chantiers. Et par ailleurs, ils vont faire une formation, mais on en parlera aussi à la fin, qui justement permettra de maîtriser quelques techniques qu'ils développent en interne. J'ai une contribution par rapport à la question qu'on disait tout à l'heure. Donc, on a 50 tonnes de carbone stocké par an. Alors, j'ai un peu du mal. Bon, excusez-moi. L'information n'est pas facile à comprendre, mais on va rester sur le 1,5 tonnes de carbone par an pour le chanvre. C'est ce qui était l'information qu'on avait besoin de savoir. Du coup, que je reprenne un peu le suite des événements. Maintenant, je vous présente du coup la paille de chanvre, donc objet des convoitises pour le bâtiment. Et donc là, on a bien une vision éclatée de la paille de chanvre avec toute sa fibre autour qui apporte une solidité structurelle et qui nous permet de faire de la laine de chanvre. Et à l'intérieur, la tige de bois qui est la structure porteuse et qui, elle, broyée, devient la chaîne-vote. Est-ce que du coup, Monsieur Salmon, vous pouvez un peu nous expliquer, en gros, dans le matériau chanvre, un peu les débouchés qu'il y a à l'heure actuelle et bien sûr par rapport un peu à ce que vous faites en Normandie, bien sûr. Ok, merci. Donc, ce qui est important déjà à retenir, c'est qu'on valorise toute la plante. La seule chose qui n'est pas valorisée mais qui reste dans le sol, ce sont les racines. La plante est fauchée, donc coupée quasiment au ras du sol. Et donc, on extrait d'une part la graine et d'autre part la paille. Donc, je vais vous présenter les choses en deux parties, une partie paille, une partie graine. Donc, la paille, alors, il y aura peut-être des différences entre les chiffres que vous avez sur l'écran et ceux que je vous donnerai. Les chiffres sont issus notamment des chiffres de la Chambrière de l'Aube, où on est dans des conditions un petit peu différentes des nôtres. Donc, moi, je vais vous parler sur Agrochanvre. La zone de production est dans un rayon de 150 km autour de Barenton. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Barenton, mais qui est dans le sud-est de la Manche. Donc, voilà notre zone de production et je vous donnerai un petit peu des chiffres qui sont plus les nôtres dans cette zone de production. Donc, grossièrement, on a un rendement en paille autour de 6-7 tonnes, avec des variations forcément en fonction des qualités de sol. 6-7 tonnes à l'hectare. La paille, pardon 6-7 tonnes à l'hectare. Oui, 6-7 tonnes hectare, oui. On a en pourcentage de matière dans la tige de paille, on a autour de 30-32% de fibres. On a un bon 50% de chêne-vote et on a entre 10 et 15% de poussière. Alors, quand je vous disais qu'on valorisait tout, on valorise également les poussières. Alors, on peut commencer par cette partie-là. Nous, elle est valorisée notamment comme asséchant dans les litières animales, mais elle sert également de matière pour faire du compost et du terreau. Certains méthaniseurs l'utilisent également et on pourrait aussi chauffer avec en sachant qu'elle fait beaucoup de goudron. Donc, c'est un peu problématique. Donc, cette partie-là est également valorisée. Alors, la poussière, c'est ce que les machines de transformation, à chaque étape de la transformation de la paille, on a une aspiration des poussières dans la transformation. C'est-à-dire que les produits qui vont sortir au bout sont très, très bien dépoussiérés. Ce qui est essentiel, notamment pour la construction, ou quand on fera des mélanges, notamment avec la chaux, le taux de poussière autre que la paille
doit être le plus faible possible. Et nous, on avait fait des analyses dans le cadre du label Construire en chanvre, où notre taux de poussière était de 0,2%, c'est-à-dire quasiment inexistant. C'était une étape importante. Donc la chaîne vote, alors elle représente un bon 50% du poids de la paille. Les utilisations les plus importantes étaient, alors les chiffres que vous avez, ils tiennent compte de la graine. C'est pour ça que les pourcentages sont différents et je trouve un petit peu dommage de mélanger graines et paille. On n'est pas du tout sur les mêmes parties de la plante, on n'est pas du tout sur les mêmes débouchés. Oui, je suis désolé, le pourcentage dont je vous parle, c'est par rapport à la paille. Mais c'est un document interchanvre qui est un très bon document. Ouais. Et surtout, ce qui nous permet de schématiser quelque chose d'extrêmement important pour nous dans le bâtiment, c'est qu'on voit que la chaîne vote, c'est 43% du poids de la plante et que 50% aujourd'hui est utilisé comme litière pour animaux. Et que seulement 14% dans le bâtiment. Enfin, bien sûr, au niveau des chiffres d'interchanvre, je ne parle pas de la coopérative agrochanvre. Ouais, puis je veux dire qu'il y a un -là, potentiel de développement extrêmement important pour justement continuer et maximiser ce stockage carbone qui peut être fait dans les bâtiments. Et c'est ça qui nous intéresse tout particulièrement. Et pour ça que du coup, on veut mettre vraiment l'accent sur le chanvre dans le bâtiment en matériaux de rénovation ou de construction. Et alors, ces chiffres-là ont quand même évolué depuis, parce que je ne sais plus de quelle date il est, ce graphique. C'est 2016. La dernière actualisation. Mais... 2016, donc ça a évolué quand même, où la partie bâtiment a déjà bien avancé. Autre chose quand même, c'est pas précisé là, c'est précisé sur la fibre en dessous, c'est que la chaîne vote peut aussi être utilisée en plasturgie, en substitution de polymères. Alors, contrairement à la fibre, la chaîne vote n'est pas un renfort mécanique, c'est une charge, mais qui permet de diminuer l'impact des polymères, qui soient issus du pétrole ou biosourcés. Donc, qui permet aussi, quand on est sur des bioplastiques, de réduire l'impact coût en utilisant une matière qui ne va pas dégrader les performances, mais qui va diminuer le prix. Donc, voilà pour la chaîne vote. Donc, effectivement, une grosse partie empaillage animal ou végétal, une partie bâtiment qui est croissante et une partie plasturgie qui prendra de la place aussi parce que le produit est intéressant. La partie la plus noble sur la paille, c'est la fibre. Alors, la fibre, les utilisations les plus anciennes… Pardon ? Non, pardon, j'avais sauté du coup de slide. Mais excusez-moi, ouais. Je vous en prie. La fibre, donc on est plutôt à un bon 30% du poids quand on prend la paille. Utilisation, je dirais malheureusement, parce que sur les papiers, où on fait du papier très fin avec la fibre, mais malheureusement, c'est une application dans laquelle on ramène très peu de valeur ajoutée. Et c'était pendant une époque, on était sûrement à 80% des fibres qui partaient vers le papier, ce qui économiquement n'est pas du tout intéressant. L'utilisation aujourd'hui en bâtiment est croissante de façon très importante. Et un des autres marchés importants sur lesquels on commence à se placer, c'est la plasturgie, où là, on ne s'en sert pas comme charge, mais comme renfort mécanique, notamment dans les plastiques. Donc voilà pour les produits issus de la paille. Au niveau de la graine, c'est un produit qui a été complètement oublié pendant de nombreuses années et qui, avec ses qualités qui sont un petit peu hors normes, est en train de se développer. Et le développement est venu notamment par le bio, où sur l'aspect alimentaire humain, les bio avaient un grand temps d'avance là-dessus. Aujourd'hui, nous, on a une activité sur la graine bio qui est très importante, avec de l'ouverture de marchés importantes. Donc, on peut faire de l'alimentation humaine en faisant de l'huile, en faisant des graines décortiquées, en faisant de la farine. Alors, bon, je peux le citer rapidement, mais la farine a un taux de protéines de 45%. C'est énorme. Et dans un contexte où aujourd'hui, on cherche à substituer les protéines animales par des protéines végétales, le chanvre a une place très importante à prendre. Tout à fait. Et aussi au niveau rapport oméga 3, oméga 6, qui est le meilleur ratio du marché. Enfin, voilà. Produit, c'est vraiment un produit extrêmement sain et qui peut du coup avoir en effet des bons débouchés. Mais c'est vrai que là, on sort du milieu du bâtiment. Mais... Voilà, sur l'huile, on a un rapport qui est de 4, qui est le rapport idéal, mais en plus, on a une richesse. Donc, bon rapport et richesse. Donc, je ne vais pas vous faire tout le topo sur l'alimentaire, mais ça vaut le coup d'aller chercher pour avoir une alimentation vraiment de qualité avec des produits sains. Et autrement, les graines, lorsqu'elles ne sont pas bio, étaient utilisées principalement, quasiment uniquement, en appât pour la pêche et en noisellerie. Là aussi, un peu comme la fibre en papier, marché avec très peu de valeur ajoutée. Voilà.
Ok. Et par rapport à la valeur économique de tous ces produits-là, par rapport, bon, c'est encore une fois une moyenne hein, Mm. par rapport à Interchanvre, mais donc du coup, le Chènevis qui est seulement 11% du poids a une grosse, et même pour Agrochanvre, encore plus grosse valeur économique. Ouais. C'est vraiment un matériau qui peut être très bien valorisé. Bah, pour illustrer, en bio, par exemple, le produit graine est le double du produit paille. En valeur, je parle. Je ne parle pas en quantité. Ouais. Et après, sur les autres produits, en fonction des évolutions des marchés vers lesquels on va, les pourcentages peuvent être très fluctuants sur la valeur ajoutée ramenée, quoi. Très bien. Mais ce qui est important, c'est que pour qu'une filière chanvre existe, il faut que l'ensemble des produits soient valorisés pour ramener de la valeur ajoutée aux producteurs. Parce que sans producteur, il n'y a pas de filière et il n'y aura pas de chaîne vote dans le bâtiment. Tout à fait. En tout cas, on voyait que la chaîne vote, par rapport à sa masse, son volume et son poids sur la plante, représentait qu'une faible valeur économique au produit. Et du coup, c'est ce qui justifiait qu'elle ait été aussi souvent utilisée en paillage ou en litière pour animal, alors que pour nous, dans le bâtiment, elle a une haute valeur de stockage de carbone, et de stockage hydrique et de pouvoir de conductivité, enfin de conductance, qu'on verra au fur et à mesure. Ok, bah c'est pas mal. On est dans les temps si on se permet du coup de présenter un petit peu, voilà, sommairement l'analyse du cycle de vie des matériaux, enfin de la plante. Alors là, du coup, on a une plante qui stocke vraiment très, enfin, de manière très intéressante, qui stocke du CO2 avec du prélèvement et alors là, il y a eu bien sûr toujours des petits débats entre si c'est une fertilisation bio ou pas bio. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, du coup, ces émissions décortiquées là sur ce camembert par rapport à la fertilisation, donc, qui est l'impact majoritaire de la culture du chanvre en termes d'émissions de gaz à effet de serre euh, dans la plante, dans son analyse du cycle de vie. Ben, le chanvre est une culture, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on fertilise peu. L'objectif n'est pas de faire un rendement maximum, mais d'avoir de la qualité. On s'aperçoit aussi que plus on fertilise en azote, notamment, plus on a de volume, moins on a de fibres et plus on a de chaîne vote. Alors qu'on a vu tout à l'heure que la partie où il y avait le plus de valeur ajoutée était la fibre. Donc voilà, alors on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on n'a pas intérêt économiquement ni agronomiquement, bien sûr, à pousser en fertilisation. Donc on est sur une plante sur laquelle la fertilisation est très réduite par rapport à la grande partie, enfin à toutes les autres plantes quasiment, on peut dire. D'autre part, quand la différence entre le bio et le non bio, c'est qu'on peut avoir les mêmes doses de fertilisation, sauf que dans un cas, elles sont dans le bio, forcément, cette fertilisation est apportée par des fertilisants organiques qui ne sont pas synthétiques, qui ne sont pas chimiques, pour résumer simplement, ou alors des fertilisants aujourd'hui qui ont le label bio. Alors que quand on n'est pas bio, on peut utiliser, mais on n'est pas obligé d'utiliser des fertilisants dits chimiques. On peut aussi utiliser des fertilisants organiques. Donc là, sur la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est de dire que l'impact fertilisation sur le chanvre, pour moi, est beaucoup moins important que sur toute autre culture, je dirais, où on a des fertilisations beaucoup plus élevées. Et là, on ne veut surtout pas qu'elles soient élevées. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là où on a un partenariat avec l'Agence de l'eau et que la HARP en a un aussi. Un, on n'a pas de traitement. Et deux, on fertilise peu. Donc, on est complètement dans, c'est un des atouts que j'aurais dû citer tout à l'heure, dans la préservation de la qualité de l'eau. Tout à fait. Ben, puisque vous l'avez fait maintenant, c'est très bien. Ça y est, c'est rattrapé. Donc voilà, juste pour finaliser un peu sur le lien qu'on va faire avec le bâtiment dans quelques instants. Bien évidemment, le conditionnement aujourd'hui, Agrochanvre est tout à fait capable de livrer sur la Normandie. Est-ce que vous avez des débouchés, voilà, enfin, est-ce que vous voulez nous proposer, nous présenter un petit peu comment est-ce que vous conditionnez tout ça, la laine de chanvre par exemple, comment est-ce qu'on peut s'en fournir, comment est-ce qu'on peut avoir de la chaîne vote? OK.
Comment en avoir? C'est simple. On a un site internet, vous allez dessus, vous nous envoyez un petit mail, il m'arrive et puis on vous répond, on vous fait un devis, livré, pas livré, etc. On essaie de vous aider, de vous accompagner. Alors nous, on n'est pas des spécialistes de l'éco-construction. Par contre, on commence à connaître un petit peu le sujet quand même parce que cette activité prend de plus en plus de place chez nous. Mais on est là pour essayer de répondre à vos besoins. Et si on n'y arrive pas, on a des partenaires qui sont artisans. Il y en a un d'entre eux qui va intervenir tout à l'heure et on vous dirige vers eux sans souci. Alors nous, vous voyez à gauche sur la photo, ce sont des roundballers de paille. À droite, vous avez une balle de chêne-vote avec le label Construire en chanvre, qu'on voit avec un petit peu de orange dedans. Alors, on fait partie des 5 entreprises françaises qui sont labellisées par Construire en chanvre. On a validé les couples avec les chaux Saint-Astier et Tradical. On peut vous proposer de la chêne-vote en sac, comme vous le voyez, ce sont des sacs de 200 litres. On peut aussi vous la proposer en vrac. Vous pouvez venir chercher, on peut vous livrer. Vous pouvez venir chercher 2 balles, comme on peut vous en livrer un camion. Je dirais qu'on est ouvert à tout. On n'a pas de prix quantitatif. Notre objectif, c'est de, entre guillemets, démocratiser le chanvre dans la construction et on ne veut pas que les quantités soient un frein pour le développement de la construction chanvre, justement. Donc voilà pour l'aspect chêne-vote. Pour l'aspect fibre, on conditionne les fibres en des balles compressées qui font 1,20 m de long sur 80-80, dans lesquelles on a à peu près 180 kg de fibres. Et même chose, en fonction de vos besoins, on peut vous livrer, vous pouvez venir chercher, on peut assurer le transport, on peut faire tout ça. Et on a un prix départ et un prix livré qu'on fait en fonction du lieu de destination et de la quantité demandée. Donc, on peut s'adapter à toutes les demandes. Et surtout, ce qui me paraît important, c'était notre volonté depuis le début, c'est qu'on n'a pas de prix dégressif en fonction de la quantité parce que notre objectif, c'est d'accompagner le maximum de projets pour que le chanvre soit vraiment utilisé de façon importante dans la construction. Très bien, merci. Et est-ce qu'il y a des endroits en Normandie où on peut se fournir autre que forcément AgroChanvre? C'est-à-dire est-ce que vous avez des centres de stockage ou est-ce que vous prévoyez d'en faire? Alors, on a quelques producteurs qui sont des relais dans notre zone. Alors, je dirais, malheureusement, sur la Normandie, on n'a pas forcément de magasins distributeurs de nos produits. Le pourquoi, je ne sais pas. Il y en a peut-être qui sont ici qui pourront nous le dire. Et on fera ce qu'il faut pour essayer de corriger les choses. On en a pas mal sur la Bretagne. Et on fonctionne comme toute entreprise. Hein. On a un prix particulier, on a un prix distributeur et un prix artisan, pour faire en sorte que chacun s'y retrouve dans la répartition de la valeur ajoutée. Donc, notre objectif, c'est de s'ouvrir. S'il y a des volontaires, on est preneur. Alors, effectivement, ce qui a pu être un frein pour certains distributeurs, c'est qu'on a commencé par beaucoup vendre sur le site d'AgroChanvre ou à partir du site quand on livre. C'est quelque chose qui se développe tous les ans. Mais lorsqu'on a un distributeur dans une zone géographique, quand les particuliers nous contactent, on les oriente vers le distributeur. Alors, comme on n'en a pas en Normandie aujourd'hui, quand on nous demande, on répond. Très bien. Alors, je reprends un peu le contrôle. Je tenais à m'excuser parce que du coup, peut-être que certains d'entre vous ne connaissaient pas l'ARP Normandie et je me suis rendu compte que je n'avais pas présenté ce pourquoi on faisait ce webinaire, qui on était et quelles étaient nos missions. Et ça me permet du coup de faire la liaison entre le monde agricole et le monde du bâtiment qui viendra juste après. Donc, pour présenter l'ARP Normandie, c'est l'association régionale pour la promotion de l'éco-construction, je pense. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran sur un site internet? Est-ce que juste... Oui, merci. Ouais, on voit très bien. Oui, très bien. Ok, superbe. Donc, l'ARP Normandie, c'était une association régionale de promotion de l'éco-construction. C'est une association reconnue d'intérêt général, ce qui veut dire que nos actions ne sont absolument pas dans une démarche mercantile. Notre action est vraiment de promouvoir le plus possible un bâtiment sain et accessible à tous, avec bien sûr le plus possible d'éco-construction. Donc, dans les missions de l'association Normandie, notre principal cœur de mission aujourd'hui, c'est le développement des filières de matériaux biosourcés. Donc, avec un énorme travail qui se fait depuis de nombreuses années sur la paille, aujourd'hui, on a réussi à débloquer du temps pour travailler encore plus intensément sur le développement du chanvre dans le bâtiment, même si on est bien d'accord que ce n'est pas nouveau et qu'on le faisait bien évidemment avant aussi, mais encore à l'échelle trop petite. Aujourd'hui, on a vraiment l'intention de rendre le plus possible disponibles les matériaux locaux pour faire de la construction
la plus vertueuse possible, en évitant les coûts industriels de transformation quand ils sont trop importants, et le transport, et voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme déchets futurs après tout ça. Donc, pour vous présenter l'association rapidement, on intervient vraiment en appui aux collectivités avec des solutions d'expertise écomatériaux pour justement optimiser au maximum le stockage de carbone possible dans les constructions rénovation pour les élus, avec un volet pour les particuliers qui permet du coup là de leur présenter les professionnels qui pourront répondre à leurs besoins, qui pourquoi pas permettront d'avoir des conseils en éco-construction de façon rapide, voilà. D'organiser des chantiers participatifs aussi qui leur permet avec le développement du RENOAC, donc le RENOAC, c'est le réseau normand de l'accompagnement à la réhabilitation de chantiers. Donc, ça peut être un maître d'ouvrage qui se fait accompagner par un professionnel pour rénover sa maison de façon autonome, ou alors même de faire participer des bénévoles à ce chantier. Donc, c'est une chose, vous avez justement des rencontres autour du RENOAC qui ont été proposées dernièrement, le 21 mai, la prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire en venant sur le site de arpenormandie.org. Voilà. Pour les professionnels, on fait aussi une hotline qui leur permette de poser des questions si jamais ils ont, quelle que soit une question sur les écomatériaux. Et puis en ce moment, il y a la tournée des pros qui est mise en avant. Donc ça, c'est pour justement inciter les professionnels à découvrir les matériaux biosourcés, à les utiliser et à lever les obstacles qui font qu'ils ne pourraient pas aujourd'hui ou qu'ils ne l'ont pas encore fait. Comme je disais, bien sûr, développement des filières. Donc, vous retrouverez les informations sur la paille, le chanvre, la terre, le liège. Bien sûr, on n'a pas encore eu le temps de s'atteler à tous les sujets, mais ils sont nombreux et il y a beaucoup de matériaux biosourcés en Normandie. N'hésitez pas, pourquoi pas, à vous investir dans l'ARPE Normandie comme bénévole pour participer à ce développement de matériaux biosourcés locaux. Et puis, voilà, on propose bien sûr ici les événements que vous pouvez retrouver tout au long de l'année, mais le meilleur moyen d'être informé, c'est de suivre la newsletter de l'ARPE que vous pouvez faire juste en cliquant au milieu là sur l'écran. Et puis, avec une page ressources qui vous permettra d'avoir plein de documents sur le guide des écomatériaux normands, le guide de la réhabilitation ou encore les guides de la construction en terre allégée. Donc, c'était le guide des bonnes pratiques des constructions en terre allégée, en terre crue, pardon, qui préfigureront, on espère, les règles professionnelles de la construction en terre crue. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter le site internet de cette association et de vous investir, d'adhérer et de participer à sa vie associative avec ces événements, ces rencontres, comme vous le faites ce soir, bien sûr. Ok. Est-ce que je peux me permettre de changer et de coup de reprendre le fil de discussion? S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On essaiera d'y répondre à la fin. Ou si c'est vraiment urgent, bien sûr, on y répondra tout de suite. Je laisse maintenant la parole à Théo pour nous parler un peu du pouvoir isolant et de la plante du chanvre dans sa globalité. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de vous présenter au fur et à mesure de ces diapos un peu les intérêts qu'on a à construire avec ces matériaux à base de chanvre. Voilà, et on ira ensuite sur les différents modes constructifs. Donc, on va essayer de regarder d'abord à l'échelle vraiment micro pour regarder pourquoi on utilise ce matériau. Donc là, ce que vous avez à droite sur la diapo, c'est une coupe de la plante, enfin donc de la tige du chanvre vue au microscope, et donc qui a été colorisée pour mieux comprendre en fait sa structure. Et donc ce qu'on voit sur cette coupe, c'est que en toute la partie rouge, donc sur la gauche jusqu'à l'extérieur, c'est l'écorce de la plante qui va en fait permettre de donner la laine de chanvre. Et donc comme le disait François, c'est ce qui sert aussi de structure externe à la plante pour résister en fait au vent, à l'attraction, voilà, quand elle pousse. Et donc à l'intérieur, toute la partie verte de la plante, c'est donc ce qu'on va appeler la chaîne vote, donc qui constitue un peu le bois de la plante. Donc en fait, c'est là, par ces canaux
que va passer en fait la sève de la plante, donc tous les transferts en fait qu'il y a de nutriments vers les racines jusqu'en haut et l'inverse aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a un matériau poreux à cet endroit-là. Et donc le caractère justement hautement poreux fait qu'on a un matériau au final qui est léger. À l'intérieur de la plante, la chènepote va être un... Attends, je veux bien que tu restes sur la diapo. Merci. Donc on a un matériau léger et donc en fait à l'intérieur de donc les canaux en fait qu'on observe ici vont permettre d'enfermer de l'air. Et donc quand on enferme l'air, on arrive à obtenir une faible conductivité thermique. En fait, l'air immobile permet d'isoler de la chaleur. Donc on obtient comme ça des propriétés isolantes en utilisant la chènevote ou la laine de chanvre dans laquelle il y a aussi des porosités. On peut passer à la suite. Donc, en termes de pouvoir isolant, justement, là, je vous propose de regarder un peu plus en détail ce que c'est que cette conductivité thermique et quel rapport elle a en fait à justement à la légèreté ou la masse volumique de notre matériau. Donc, ce que je vous présente sur la droite, c'est un petit graphe en fait simplement où on a donc en vertical la conductivité thermique, donc plus elle est importante, moins on est isolant, et en horizontal la masse volumique. Donc de la même façon, on observe en fait que plus on va être lourd, évidemment, donc plus dense, moins on sera isolant. Donc c'est pour ça que pour isoler un bâtiment, il faut nécessairement avoir un matériau assez léger et donc ainsi obtenir un pouvoir isolant. Donc, ce qui est important de retenir sur cette diapo vraiment, c'est que un biais qu'on peut avoir de temps en temps en fait quand on cherche des matériaux pour construire, c'est qu'on se dit peut-être qu'on peut avoir un matériau qui serait à la fois porteur et isolant. Et en fait, ce graphe vous permet de démontrer un peu le contraire. Soit on est porteur, on va avoir un matériau dense qui va permettre de résister mécaniquement au poids de la structure. Soit on a un matériau isolant qui donc enferme l'air, il est léger et permet d'éviter les transferts de chaleur ou de froid. Tout à fait. Même si pour autant, c'est extrêmement intéressant de travailler sur ce couple-là, enfin cet équilibre dans la maison entre matériaux très très légers, donc très isolants à l'extérieur de la maison, qui va protéger justement matériaux très lourds, très massiques à l'intérieur de la maison, qui va du coup faire une super zone de stockage de carbone et pourquoi pas l'élément porteur et structurel de la maison. Tout à fait. Et, je vais modérer d'ailleurs mon propos juste un peu à la suite, je crois, de cette diapo. Voilà, donc pas de problème. Oui, donc en fait, justement, on a l'habitude effectivement de totalement détacher en fait dans le bâtiment les fonctions de chaque matériau. Donc, on va avoir l'isolant qui va servir au confort thermique, la ventilation qui va permettre d'évacuer l'humidité, la structure qui va permettre de résister, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on essaye de tendre aussi vers des approches plus holistiques, plus complètes, dans lesquelles en fait, on va considérer qu'une paroi, l'ensemble des matériaux constitutifs de la paroi va permettre de participer au confort thermique, hydrique et acoustique de notre maison. Donc, si je prends l'exemple des matériaux à base de chanvre, ils ne sont pas dans le top du top, on va dire, des matériaux les plus isolants, mais en fait, ils vont permettre aussi de participer à d'autres aspects du confort intérieur, donc la gestion de l'humidité à travers le caractère Y. Donc, on va retrouver dans les produits à base de chanvre très souvent des matériaux qui permettent le transfert de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur de la maison et qui permettent aussi de faire une zone de tampon, une zone de stockage. On va aussi avoir en général, et donc notamment quand on travaille sur des bétons biosourcés, donc on va en parler après, les terres chanvres ou les chaux chanvres, on va avoir un matériau qui va permettre d'avoir une certaine isolation acoustique de notre maison. Donc affaiblir, avoir un indice d'affaiblissement acoustique important. Donc s'isoler de l'extérieur, mais aussi amortir, donc éviter d'avoir des pièces qui résonnent, par exemple. Voilà, et dernier point, surtout pour reparler un peu du côté thermique,
on va avoir généralement des matériaux qui, comme je le disais, ne sont pas ultra légers. Ils le sont, ils permettent d'isoler largement suffisamment notre maison, mais ils permettent aussi, par leur masse volumique un peu plus élevée que d'autres matériaux, d'avoir un élément de stockage aussi de la chaleur. Donc, c'est intéressant quand on a des fortes chaleurs l'été, par exemple, de ralentir le transfert de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est intéressant aussi quand à la mi-saison, quand on a des soleils qui sont encore très importants, de chauffer nos parois et de restituer la chaleur pendant la nuit.